Cette émission est une présentation du Centre de jardinage Canadian Tire. Que vous soyez novice ou passionné au pouce vert, vous trouverez une sélection de plantes qui conviennent à nos conditions climatiques. Chez Canadian Tire. Bienvenue à cette 9e émission de Secrets de jardinage. Cette semaine, Odette crée de nouvelles plantes, Corinne cultive des brocolis biologiques, Florence se passionne pour les plantes miniatures, il y aura la chronique Canadian Tire. Et tout d'abord, découvrez avec moi la tomate noire. La tomate est la préférée des Québécois. Certaines l'aiment plus que d'autres. C'est le cas d'André Poirier qui la cultive au jardin, en pot et en jardinière. Bonjour André. Oui, bonjour Guylaine. Alors, on est devant ton magnifique potager de tomates. Alors, parle-nous de la tomate de A à Z. La tomate de A à Z... ça commence au printemps. Ça commence au printemps, au mois de mars, que j'ai choisi des semences. Ou même, on va aussi à des foires de semences le printemps. Il y a des sociétés d'horticulture qui donnent des foires pour les semences de beaucoup de gens qui cultivent. Mais cette année, j'ai choisi des semences anciennes, dans le temps de nos grands-mères. J'ai deux sortes de tomates anciennes. J'ai les Littlewood, puis les Testili. Ça, c'est des tomates vraiment anciennes. Puis dans mon paquet de tomates anciennes que j'avais, les tomates Littlewood, il y avait 5 sortes de tomates anciennes dans ce paquet-là. Il y avait des tomates roses, des tomates rouges avec semblable cœur de bœuf, des tomates oranges, vraiment grosses, big, là, des tomates jaunes. Ça, c'était Littlewood. Testili, ça, c'est une tomate rouge, vraiment ferme, délicieuse. Ça, c'est une bonne tomate. Et aussi, j'ai des tomates que là, ça fait plus longtemps que j'ai les semences, les Starflower ou les tomates oranges. Tomate orange, c'est une tomate vraiment délicieuse, très douce, pas beaucoup de grains dedans la tomate. C'est magnifique que celle-là, il faut en avoir toujours dans nos jardins, tomate orange. Alors, vous les transplantez au jardin à quel moment? J'ai des transplantes vers la fin mai. Mais si ton terrain il est plus protégé des vents ou des gels, moi, je vais un peu avant aussi. Peut-être au début mai ou deuxième semaine de mai, parfois. Parlez-nous des deux types de tomates. Les types de tomates, il y a les tomates roses. Au niveau de déterminé et indéterminé. Ah oui, OK. Les pieds de tomates indéterminés, puis les pieds de tomates déterminés. Les pieds de tomates déterminés, c'est des pieds qui leur hauteur, c'est à peu près 3 pieds. Puis les tomates déterminées, tu n'as pas de gourmand à enlever après tes pieds. Les tomates indéterminées, c'est des pieds de tomates dans des serres il peut devenir 25 puis 30 pieds aisément dans des serres. Mais nous autres, comme moi, bien, si les pieds là, sont rendus à peu près 6 pieds, là je leur coupe la tête, je leur coupe le dessus. En fin de compte, ça va t'aider à faire rougir tes tomates plus vite aussi. Parlez-nous du tuteur, là. Donc, oui, parlez-nous du tuteur. Ah oui, le tuteur, très important. Les tuteurs en cerceau, c'est bon pour des tomates déterminées. Parce que ça ne vient pas trop haut, puis le cerceau va rester en place. Mais moi, qu'est-ce que j'ai vu quand que je suis allé visiter dans des jardins botaniques ou n'importe, j'ai vu des supports qui font une vrille, qui vrillent. En fin de compte, tu fais monter ton plant de tomates en vrille après ton support. Montez-nous la tâche pendant qu'on est devant. La tâche? La tâche verte. Oui, la tâche verte, ici. Ça, ici, c'est pour faire tenir
fais tenir ton plant de tomates soit après le bois ou après n'importe quelle piquette. Tu attaches les deux ensemble comme ça. Magnifique, très bonne idée. Ça l'évite beaucoup de problèmes. Puis, ça va très bien. Au niveau de la taille, là, on va faire... faites-nous une petite démonstration là, de taille de taille gourmand. Des gourmands. Oui. La taille des gourmands, ça, j'en ai ici. La taille des gourmands, c'est qu'est-ce qu'il y a entre la tige principale et une feuille. C'est ça ici qu'on enlève. Ça, c'est un gourmand. Puis êtes-vous prêt à sacrifier une tête pour nous montrer comment il faut enlever la tête d'un plant là, qui est assez haut? Un plant qui est assez haut, oui. Tu fais ça comme ça ici. Là, tu enlèves, tu coupes la tête. Puis en fin de compte, ça va aider à tes tomates à rougir plus vite et à prendre le grosseur normal. C'est ça. Alors vous aimez tellement les tomates que vous les cultivez de différentes façons. C'est quoi les deux autres façons? Les façons, soit en contenant ou en pleine terre. Puis en jardinière. En jardinière, ça c'est parfait. Ça fait très bien l'affaire dans les plants de tomates ou n'importe quel légume. Puis avant d'aller voir votre jardinière, parlez-nous de votre tomate bleue. Oui, la tomate bleue, magnifique. Ça, c'est une tomate que j'avais achetée à un moment donné, un pied de tomate. À Montréal, j'avais acheté ça. J'ai dit, tiens, je le laissais. Magnifique le pied. Le premier pied que j'ai eu en tomate, il avait venu, je pense, c'est 5 pieds aisément de hauteur et les fruits garnis, là, terribles. Mais j'en ai un plant que je peux vous montrer aussi, tomate bleue. C'est quoi l'aspect de la tomate bleue? Allons voir ça. Voici mon plant de tomate bleue, que je veux vous montrer. Très impressionnant pour la grandeur des grappes de fruits. Très impressionnant. Le goût, magnifique, délicieux. Puis quand ta tomate bleue est mûre, ça devient rouge un peu au fond comme ça ici, en dessous. Mais magnifique, très délicieuse. Puis c'est quand je veux travailler mon plant de tomate bleue, les gourmands sont faciles aussi. Ça ici, c'est un gourmand. Ça aussi, je peux l'enlever facilement, ce gourmand-là. Mais c'est un pied de tomate qui peut venir aisément 5 pieds de haut avec une bonne culture. L'offre de variétés est de plus en plus abondante. Les centres jardins nous proposent des couleurs de fleurs les plus belles les unes que les autres. Dans ce contexte, c'est facile de devenir collectionneur. C'est le cas d'Odette Binette. Bonjour Odette. Bonjour. Alors, vous avez entre autres une collection d'hémérocalles. Combien en possédez-vous? Je dirais au moins une quarantaine. Alors, décrivez-nous l'hémérocale. Quel genre de plante c'est? C'est une plante qui est facile à cultiver. Ça aime le sol sec, humide. On peut les mettre dans le bord d'un étang, dans les côtés rocailleux. C'est vraiment une plante qui est très facile de terrain et d'entretien. Puis pourquoi vous l'aimez particulièrement? Maintenant, ils ont rendu plusieurs variétés où les fleurs sont de plus en plus belles, toutes taillées. Même, on pourrait dire, ils ont des belles robes, toutes frisées, vraiment agréables. En étant une fille, je suis comme un peu poupoune, sur les fleurs. Il y a même la fleur elle-même, parfois, est en 2 couleurs, avec les cœurs d'une couleur différente. Oh, oui, des fois, tu peux avoir le milieu là, tellement pépant là, que ça fait wow, quand on la voit. Là, puis grosse, là, plus ça va, les fleurs grossissent aussi. Alors, on est à côté de votre plate-bande d'hémérocale jaune, qui a un nom particulier. Celle-là, c'est la Stella d'Oro. C'est la plus facile qu'on peut dire, qu'on retrouve sur le marché et qui est vraiment, là, qui fleurit du mois de juin aller jusqu'à, je dirais même, j'ai vu au mois d'octobre fleurir encore. Mais c'est pas le cas de toutes les variétés d'hémérocale. Non, non. Et on dirait les plus spectaculaires, eux autres, quand ils ont fait le floraison, c'est fini. Tandis que les autres, c'est une floraison continue. Puis au niveau de la culture comme telle, parlez-nous de comment on s'y prend, où on l'installe au jardin.
Soleil, ombre, c'est sûr qu'au soleil, elle va être plus florifère, mais elle s'installe partout dans un jardin. Ombre, mi-ombre, au vent aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Puis elle est capable d'endurer des sols pauvres. Oui, puis sec aussi. Tu sais, quand on a de la sécheresse, là, on a même fait l'expérience, on a mis, on va dire, l'autre bas de maillet de cèdre, puis que là, c'est même pas arrosé, c'est la température qui l'arrose, puis elle survit très bien. Bon, c'est un bon critère. Fait que quand on est collectionneur, puis on n'en a jamais assez, fait qu'une façon d'augmenter notre collection, c'est entre autres l'hybridation. Oui, j'ai fait l'expérience, puis j'ai réussi, puis je suis pas mal fière de moi. Alors, vous avez parti avec des fleurs de quelle couleur? J'avais une fleur toute jaune et l'autre, elle était le cœur vert avec blanc. Et ça l'a donné une fleur, le cœur vert, et la fleur, elle est jaune. Et un petit jaune plus pâle. Alors, quand on réussit notre hybridation et qu'on a un nouveau plant dans notre plate-bande, on le nomme. Alors, oui. Comment vous l'avez nommé? Bien, vu que c'était la première, fait que je l'ai appelée au détail. Alors, vous allez maintenant nous montrer... La technique est relativement simple d'hybridation. Oui. Alors, vous allez la faire sous nos yeux. Oui, c'est le même principe aussi que faire des bébés, ça marche ou bien non, ça marche pas. Fait que faut être patient aussi. Fait que là, j'ai une fleur, celle-là, c'est une Cella raide que j'ai pris. Je vais aller chercher son étamine. Ça, là, il faut faire ça très tôt le matin, avant les abeilles, avant le vent, avant les mouches, pour pouvoir polliniser ma fleur. Fait que là, j'ai sa petite étamine. Je vais aller la poser sur la pastille. Je vais la prendre ici, que je vais mettre sur le pistil. Puis là, on va y laisser faire le travail. Quand la fleur, elle va être fanée, elle va faire une capsule. Elle va faire une capsule du genre comme ça. Je vais juste enlever ça, là. Ça va faire une capsule comme ça. La capsule, elle va contenir des graines. On va les laisser sécher. Aussi, c'est important, il faut identifier les deux parents de notre fleur. Fait que mon étamine était de la Stella reine. Je l'ai déposée sur la Stella d'Oro. Je vais l'installer pour savoir la provenance de ses parents. Puis là, j'attends la gousse se forme. Quand la gousse elle est séchée, je vais récolter les graines que je vais les laisser à l'abri, au sec. Dans la maison. Dans la maison. Et puis, je vais les mettre 60 jours avant de les planter, 60 jours au frigidaire. Ou tu peux prendre 2-3 semaines au congélateur. Pour simuler que c'est l'hiver. Oui, c'est ça. Puis après ça, je vais planter mes graines dans de la terre, un terreau fertile qu'on fait pour nos semis là, au printemps. Et puis, j'attends. Fait que sur 4-5 graines, bien, on peut avoir une plante, 2 plantes. Puis si on a réussi, bien, on est vraiment content. Puis quand la plante est prête à être transplantée, on la ramène au jardin. Puis là, on patiente de voir notre nouvelle fleur pour voir si on a réussi. Moi, elle a fleuri la 2e année. Oh, beaucoup de patience. Oui, oui, parce que le plant, il faut qu'il prenne de la force. Fait que la première année, bien, il a fait une tige, 2 tiges, mais la 2e année, elle a fait une floraison. Fait que celle qu'on va aller voir, elle a 3 ans. Odette Binette, merci beaucoup pour ce petit cours d'hybridation. Merci. Bienvenue à la Chronique canadienne Tahar. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les plantes qui sont peu exigeantes en eau. Avant de planter ces plantes, on doit préparer bien notre sol. Pour amender notre sol, on va aller vers un compost végétal qui va faire la rétention d'eau. Dans les plantes qu'on choisit pour ces endroits-là un peu plus secs, ce sont toutes les familles des sédums, qu'on peut aller autant les rampantes que celles qui viennent plus hautes. On peut se permettre de mettre des lavandes à ces endroits-là aussi, autant pour l'odeur que pour les couleurs. Dans les rampantes aussi, on peut aller vers les ajugas, vers les arabis, vers le gypsophile. Et pourquoi pas penser aussi au pavot? Souvent, on aime beaucoup le pavot, puis on ne sait pas trop comment le cultiver. À un endroit plus sec, c'est l'idéal. Dans les vivaces aussi, on peut aller vers les dianthus, qui emmènent beaucoup de couleurs. Et plus que la plante, elle est un petit peu en souffrance, plus qu'elle est odorante. Il y a aussi les salvias,
Toute la famille des sauges aussi peuvent très bien y aller. Les graminées, ce sont des plantes excellentes pour des endroits un peu plus secs, mais aussi pour avoir des hauteurs. Pour nos vivaces, ce sont des plantes qui résistent le mieux à la terre un peu sec. Pour les annuels, on va opter pour les bégonias dragonwind, toute la famille des géraniums, aussi la famille des dianthus, des œillets. On va aller vers les alissones aussi qui s'adaptent très bien dans ces milieux-là. Toutes les cosmos qui nous permettent d'avoir de belles haies fleuries tout l'été. Les capucines qui sont une plante à découvrir dans nos plates-bandes. Il y a toutes les graminées annuelles qu'on peut aussi mettre dans ces endroits-là. Il faut se rappeler qu'un bon binage vaut 2 arrosages. Alors à vous de bien entretenir les plates-bandes pour qu'ils soient fleuris tout l'été. Je vous souhaite de belles découvertes toutes fleuries. L'horticulture biologique s'apprend à la ferme-école du Cégep de Victoriaville. Nous sommes sur le magnifique site du verger des Frères du Sacré-Cœur. Je rencontre Ghislain Jutras, enseignant en maraîchage biologique. Bonjour Ghislain. Bonjour Glenn. Alors parle-nous du programme d'horticulture biologique et en particulier du stage de 2e année. En effet, ici, nos étudiants qui sont au nombre autour d'une dizaine passent l'été. En fait, je parle de l'été, mais ça commence officiellement l'hiver avec toute la planification. Puis les étudiants rendus au printemps, tout ce qui a été préparé, c'est le temps de passer à l'action, les mains dans la terre. Et de toutes les étapes, là, en passant par la production, mais aussi les récoltes, les ventes, sont faites par les étudiants. Ça se termine à la mi-octobre. Donc, c'est une aventure qui dure une bonne dizaine de mois. Comment en êtes-vous venu à vous installer sur le site des Frères du Sacré-Cœur? En fait, c'est une belle opportunité qu'on a eue lorsque la communauté des Frères du Sacré-Cœur ont vendu pour 1 $ le terrain à la ville, au tournant des années 2009-2010 environ. Après le don à la ville cherchait à créer une collaboration avec le Cégep de Victoriaville, où on enseigne l'agriculture. Donc, collaboration qui permettrait à nos enseignants et nos étudiants de s'occuper du terrain ici. Donc, oui, il y a un verger qui était déjà implanté, mais moi, j'avais découvert qu'il y avait de la place aussi pour faire des jardins. Alors, c'est là qu'est germée l'idée de finalement établir une ferme-école ici même, à côté du verger. Et on parle vraiment de ferme-école, et j'insiste sur le mot école parce que vous vous êtes même installé une classe champêtre au milieu des jardins. Exactement. Ici, c'est ça, c'est de trouver l'équilibre entre le côté pédagogique et les aspects de l'entreprise agricole. À tous les jours, les étudiants et l'enseignant, finalement, et nos techniciens, finalement, on vit dans ce contexte d'apprentissage, mais en conditions réelles. Donc, c'est pas juste une simulation, c'est vraiment un projet concret. De façon à créer un lien avec la collectivité qui nous entoure, on publie d'une base à peu près hebdomadaire, là, ça peut varier, des articles sur Internet qu'on retrouve sur le blog dont l'adresse est www.biovicto.com. Monsieur Jutras, merci beaucoup de cet entretien. Ça fait plaisir, Guylaine. Je suis maintenant avec Corinne Touga, étudiante au département d'agriculture du Cégep de Victoriaville, qui nous parle de son expérience de stage à la ferme-école. Bonjour Corinne. Allô. Alors, parle-nous de comment se déroule le stage, mais vraiment dans son sens large. Je pense que vous commencez ça en classe. Absolument. On commence en fait dès le retour de Noël, en janvier, et on finit ça à l'octobre suivant. Donc, c'est vraiment un bon 10 mois. Au début, on fait notre planification. On commence par vraiment le début, c'est la semence. T'sais. On commence par regarder les catalogues, analyser c'est quoi les meilleures semences qu'il nous faudrait, c'est quoi les plus productives, plein de caractéristiques différentes comme ça. On fait notre commande. Ensuite, on commence à planifier au niveau du champ, visuellement, comment ça va se passer. On introduit déjà dans notre planification la rotation. Toutes ces notions-là, on essaye de les acquérir avant d'être au champ, bien entendu, de bien les saisir. Après ça, on part nos semis en serre. On a une serre à l'école.
Et puis, bon, on vient les introduire au champ graduellement pendant le mois de mai. Et finalement, on est rendu à l'entretien en ce moment, là. Là, tout le reste de l'année, on fait la vente, on continue l'entretien, puis on fait aussi la vente en parallèle. Et finalement, quand on retourne en classe dans le mois d'août, septembre, là, c'est uniquement de la récolte, c'est presque tout ce qui reste à faire, puis on remet les champs à neuf, en quelque sorte, pour l'année suivante, les étudiants qui vont nous suivre. OK. Puis au niveau de vos apprentissages, c'est pas seulement manuel, hein? On pense que le maraîchage biologique, c'est beaucoup manuel. Alors, explique-nous que c'est justement pas ça. Bien, en fait, il y a comme 3 niveaux, on va dire. Il y a manuel, semi-mécanisé et mécanisé. Ici, je dirais que c'est une ferme semi-mécanisée parce qu'on fait les deux, tu sais. On fait quand même beaucoup de manuel, sauf qu'on essaye d'optimiser tout ce qui est mécanique pour apprendre parce que c'est quand même complexe, tu sais, de manipuler les tracteurs pour les gens qui viennent de la ville comme moi. Bien, des fois, c'est un gros défi, tu sais, d'apprendre à utiliser différentes machineries. Ça peut être un petit peu complexe au début, puis, tu sais, on est un petit peu nerveux. Mais en l'essayant, finalement, on se rend compte que c'est plus facile qu'on pensait, puis on devient plus à l'aise. C'est ça le but du stage, en fait, devenir plus à l'aise avec tous ces paramètres-là, tu sais. Puis est-ce que vous, pendant l'été, êtes-vous à l'école tous les jours ou si c'est des demi-journées, par exemple, de travail que vous faites? Comment c'est organisé l'été? En fait, par personne, on fait environ, on va dire, une vingtaine d'heures par semaine sur la ferme école. Donc, on va dire à temps partiel. Puis on a un petit congé pendant l'été, là, mais c'est vraiment à temps plein. Là, je dirais que, bien, à temps plein dans le sens qu'on reste là tout l'été. OK. Mais par semaine, c'est à temps partiel. Bon. OK. Donc, vous gérez vos arrosages d'une certaine façon, vu qu'il y a de la présence et de l'absence au jardin. Fait que vous vous arrangez pour que vos plantes ne manquent pas d'eau. Comment vous faites ça? Bien, encore une fois, c'est à tour de rôle, en quelque sorte. Donc, la fin de semaine, il y a des gens qui viennent s'occuper des cultures des autres avec une irrigation qu'on a directement au champ avec le goutte à goutte. Pour les semis, on fait un arrosage manuel. OK. Puis pour contrôler vos insectes, là, on voit qu'il y a des filets qui ont été installés. Parle-nous de comment vous y prenez là, pour contrôler les insectes sur combien de légumes? Bien, en fait, c'est sûr, il y a des légumes qui sont plus sensibles, on va dire, qui ont des ennemis, des insectes qui sont là d'une façon plus systématique. Là. Les cucurbitacées, il y a quand même pas mal de chrysomèles dedans. Fait que c'est sûr que systématiquement, à chaque année, il faut les protéger avec des bâches flottantes comme celles qu'on a. Puis la protection physique comme ça, c'est vraiment efficace là, la plupart du temps. Sinon, on piège la teigne aussi du poireau pour s'assurer qu'il n'y ait pas une surpopulation. Si on atteint un seuil inacceptable, là, il faut intervenir. Sinon, ça nous arrive aussi de faire, d'appliquer, par exemple, du BT qui est accepté en agriculture biologique, qui, entre autres, pour la pyrrhie du chou, ou, bon, qui va nous permettre, encore une fois, de ne pas atteindre un seuil critique qui ferait en sorte que ça serait plus rentable de faire cette culture-là si elle est trop affectée par l'insecte en question. Donc, il y a vraiment des cultures que c'est plus systématique, qu'il y a des insectes qu'on le sait d'avance, ils vont être là, puis ils vont faire des dommages, comme dans la patate. Il y a le dorifort qui est là systématiquement à chaque année. Les patates sont même pas encore semées au champ, qu'on le sait qu'on va avoir à lutter contre le dorifort, c'est immanquable, sinon on n'aurait juste pas de patates. Okay. Bien, Corinne, je te souhaite une excellente saison de culture. Merci. Bon succès. Florence Chabot a un magnifique jardin d'influence orientale. Dans une partie de ce jardin, on y trouve des plantes miniatures. Je vous fais une petite mise en garde. Madame Chabot s'est procuré ces plantes dans un réseau de collectionneurs, donc vous ne les trouverez pas à la pépinière, mais vous pouvez toujours les demander, puis peut-être qu'on vous les offrira éventuellement. Bonjour, Madame Chabot. Bonjour. Alors, présentez-nous votre jardin miniature qui comporte une maisonnette. Oui, moi, j'aime ça. Ben, j'ai gardé mon petit cœur d'enfant, je pense. J'aime encore beaucoup la miniature, mais quoi, ça a été une mode il y a à peu près en l'an 2000, avec les auges en ciment, mais là, moi, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait dans mon jardin. J'ai des plantes, là, ça, c'est des hostas miniatures, qui sont assez vieux. Et puis, c'est tout comme le petit cèdre, c'est miniature aussi. Et puis, toutes les plantes sont pas mal. Ça, même les cotonnées astères, c'est un mini parce que ça vient énorme. J'ai ici des astibes miniatures. Voyez-vous, ils commencent à se préparer à fleurir. Fait que c'est vraiment miniature, ça, ici, ce petit coin-là. J'adore ce petit coin-là parce que de la maison, je le vois tout le temps. Parlez-nous des petites boutures de conifères. Là. Vous avez fait comme une expérience. Oui, là-bas, oui, j'ai des genevriers Sabina, genevriers rampants que j'avais, oh mon Dieu, ça fait longtemps, de ça, une trentaine d'années que j'avais fait des boutures avec ça. Puis j'ai fait des arbres. Avec un genevrier rampant, j'ai fait des arbres, puis je taille à tous les ans un peu.
pas beaucoup. Je taille un peu pour garder la forme. Puis c'est très facile, ça, dans ça, là. Même que je devrais en faire, parce que je pense que ça se vend pas maintenant dans les pépinières. Fait que vous le traitez un petit peu comme un bonsaï. Oui, un petit peu. Je le taille un peu. Puis, bien, j'ai pas fait la même chose avec l'autre. L'autre est plus jeune un peu aussi. Celui-là, il est vieux, puis c'est le premier que j'ai fait. Ça doit faire au moins 30 ans. Au moins. J'en avais un là-bas, sur mon terrain. Puis c'est là que j'ai commencé à apprendre à faire des boutures. Ça aussi, c'est le monsieur qui m'avait montré à faire du compost, il m'avait montré à faire des boutures. Il y avait une pépinière. Et puis, c'était fun, c'était des belles années, belles expériences. Puis maintenant, vous achetez presque plus de plantes, Oh non, vous moi, les je divisez. j'achète rien, je divise ou bien je multiplie par bouture. Puis vous faites une différence entre les miniatures puis les mini. Pouvez-vous Oui. nous montrer quelques plantes qui sont plutôt mini sans être miniatures? Oui, il y a beaucoup de plantes. Comme là, c'est mini, ça, mais c'est énorme. Là, tu sais, ça paraît pas que c'est mini, parce que c'est une plante qui vient très, très grosse. Mais je vois là, que je pourrais nano-élever pas mal pour faire des boutures. Il faudrait que j'aurais quelqu'un qui viendrait s'en chercher. C'est à donner. Vous avez même des graminées miniatures. Graminées miniatures, puis j'ai des acides miniatures. Puis vos hostas, plus loin, un petit peu dans la plate-bande, ça, c'est plus mini que miniature. Ça, c'est hein? mini. Ça, c'est mini, dans le hosto. Puis celui-là, puis celui-là ici, là, il y en a un autre là, qui est miniature aussi. Bien, ici, c'est tellement grand là, que il faut que je fasse des grosses plantes aussi. Hein? J'ai beaucoup d'ensemble de grosses plantes. Mais cette année, c'est moins avancé un petit peu d'habitude, à cause de la pluie, je suppose. Hein? Madame Chabot, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est tout pour cette émission. Le jardin de Florence était très reposant. La semaine prochaine, je vous prouve que le kiwi pousse au Québec. Cette émission était une présentation du centre de jardinage Canadian Tire, où vous trouverez les outils pour transformer votre cour et votre jardin. Gants, équipements de protection, matériel à moteur pour les projets, paillis, accessoires pour embellir votre cour.